Bonjour et bienvenue dans ce cours d'économie expérimentale et comportementale. Alors, le désir de vous parler de cette économie dite expérimentale et comportementale vient finalement d'une certaine frustration, disons-le comme c'est, de présenter l'économie comme une science physique, c'est ce qu'on voit en microéconomie et c'est ce qu'on verra en macroéconomie. On parle de flux qui ont l'air tout à fait cohérents et théoriques. Voilà. En microéconomie aussi, on fait des graphes, on mathématise la chose et on a l'impression que c'est totalement juste ce qu'on fait. Dans la réalité, et c'est le but de l'économie expérimentale et comportementale, on va modéliser les comportements humains et on va se rendre compte que c'est pas aussi clair que ça, que il y a d'abord une variabilité d'une- d'un acteur à l'autre, et que en approchant cet aspect économique plus comme une science sociale ou une science psychologique, on va pouvoir incorporer disons, des comportements, ce serait un peu trop dur de dire non rationnels, mais plus humains, moins carrés, voilà, on va dire ça comme ça. En effet, on n'est pas des Spock, on a aussi des motivations non monétaires, on n'est finalement pas si individualiste que ça, et on a notre cerveau a des limitations et on est enclin à certains raccourcis cognitifs sur lesquels on fonde totalement nos décisions. Voilà. Euh, donc le principe de l'économie expérimentale, expérimentale ça veut dire fait en laboratoire, et comportemental ça veut dire observé dans le monde réel, ça va être de déceler finalement ces différences entre notre modèle rationnel et le modèle plus humain, plus réel. Alors, si on prend comme exemple votre choix de consommation ici, quel verre prendriez-vous? Faites votre idée. hein. Et une fois que c'est fait, si vous vous demandez finalement si votre décision était plutôt rationnelle ou impulsive, eh ben, fort est à parier que votre décision a plutôt été impulsive. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait appel à toutes les hypothèses qu'on a vues en microéconomie pour faire prendre le choix du verre que vous alliez boire. Euh, Pourquoi? Parce que si vous deviez passer par ce processus-là chaque fois que vous faites un choix de consommation, eh ben vous passeriez la semaine à faire vos courses, ce qui est pas très adaptatif dans notre société. Donc, euh, cette constatation va faire naître une branche de l'économie qui s'appelle le paternalisme libéral. Alors, euh, souvent mal traduit de l'anglais libertarian paternalisme, le principe est de se dire que si on est irrationnel à propos de notre manière de nous comporter, eh ben, il est du devoir de penseur rationnel, on va dire ça comme ça, il est du devoir de penseur rationnel de d'influencer notre comportement par des suggestions visant à influencer ce fameux comportement via des biais qu'on connaît. Okay. Ces suggestions indirectes, on les appelle des nudges, des coups de pouce, on pourrait dire en français. Hein. Et bon, ça a évidemment amené pas mal de discussions, savoir si c'était bien ou si c'était pas bien. Finalement, je pense que la plupart des gens sont d'accord que ça peut être bien, voilà, d'utiliser ces nudges, et donc d'influencer sans forcer euh, les individus, les groupes, à prendre des bonnes décisions. Alors je vais vous prendre évidemment quelques cas d'école ici illustrés par les photos ci en dessous. Peut-être le plus connu, c'est la mouche au fond des urinoirs. On a remarqué qu'en mettant une mouche au fond des urinoirs, eh ben,
on avait une certaine tendance naturelle à viser la mouche, hein, à se dire tiens ça c'est un objectif cool, et donc sans rien faire d'autre que d'imprimer une mouche au fond de l'urinoir, ça réduit les éclaboussures de 80%. Hein. Et donc ça c'est voilà, ça paraît être un truc qui est pas mal, hein, ça sert à tout le monde et ça coûte pas grand-chose. Hein. De manière un peu plus démonstrative, hein, on peut arriver à promouvoir la santé publique, hein, en montrant que prendre les escaliers, ben, finalement, c'est quelque chose de positif pour la santé, hein, de manière un peu ludique, hein, comme on voit avec la piste d'athlétisme, ou au niveau de la sécurité, notamment routière, hein, vous voyez que les petites lignes qu'on fait sur les routes, qui se rapprochent au fur et à mesure qu'on avance, donne un certain sentiment intuitif, hein, de vitesse qui s'accélère, et donc pousse naturellement les gens à lever le pied et à diminuer leur vitesse, hein, sans qu'on fasse autre chose. Voilà. Alors toute cette question, elle mène évidemment à une réflexion euh, d'architecture des choix et notamment d'architecture des choix en ce qui concerne les comportements d'achat. Hein. Évidemment, tout le paternalisme libéral, il n'est pas que orienté vers les comportements d'achat. Mais nous, ben, on va essayer de voir en tout cas comment est-ce que ça peut nous influencer dans cette direction-là. Je ferai volontiers un écart ou l'autre en économie politique aussi. Hein. Mais donc, cette notion d'architecture du choix, hein, elle a été développée par Richard Taylor et Cassius Stein dans leur livre Nudge. Hein, ils ont reçu un prix Nobel pour ça, hein, enfin Richard Taylor. Et donc c'est un très bon ouvrage de référence qui montre ben, finalement comment est-ce qu'on va utiliser ces principes d'économie comportementale et expérimentale pour les utiliser dans le monde réel. Hein, et voilà. Très bien. Autre pilier de cette pensée de l'économie expérimentale et comportementale, Daniel Kahneman, qui a travaillé avec Amos Tversky, hein, et grâce auquel il a écrit le livre Thinking Fast and Slow, hein, ou les deux systèmes de la pensée en français. Et je pense, hein, à mon humble avis, que c'est une des meilleures manières de rationaliser finalement notre manière, entre guillemets, non rationnelle de fonctionner. Et Daniel Kahneman, il a décidé de finalement décrire notre manière de fonctionner suivant deux systèmes. Un système qu'on dira rapide et un système qu'on dira lent. Alors, les caractéristiques de ces deux systèmes, c'est que le système rapide, lui, est automatique et c'est un petit peu notre mode de fonctionnement par défaut. Parce que simplement il est économe en énergie. Hein. Et ben, dans un principe d'économie d'énergie, eh ben, on est poussé vers ce système automatique pour ne pas gaspiller notre énergie physique et mentale, hein, de manière non nécessaire, on va dire. Et en effet, ce système automatique, il fonctionne plutôt bien, même s'il est basé sur des simplifications, hein, mais il fonctionne plutôt bien, et certainement pour la liste des 5 choses que j'ai notées ici. Hein, on fait assez bien automatiquement des associations entre choses qu'on a voilà, vécues ensemble dans notre histoire. On fait assez bien l'expérience d'une satisfaction ou d'une insatisfaction instinctive ou apprise de manière automatique. On fait assez bien de manière automatique des interprétations causales et génératrices sur nos observations qu'on peut expérimenter. Et on fait assez bien la distinction entre ce qui est habituel et ce qui est inhabituel, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque ce qui est habituel est
non associé à quelque chose auquel je dois faire attention, un danger ou quoi que ce soit d'autre, eh ben, on va avoir tendance à l'effacer de notre perception, hein, pour finalement se concentrer sur ou en tout cas travailler de manière non automatique ce qui est inhabituel et qui pourrait constituer une opportunité ou un danger. Et ce qu'on fait encore très bien, c'est de manière automatique, c'est de distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif, de ce qui est une gain de ce qui est une perte. Hein. Voilà, et donc de faire le choix entre ces deux-là, ce qui est évidemment ce qui est un gros gain ou une grosse perte, là on va y faire attention. Certainement les grosses pertes, on le verra tout à l'heure. Alors, on a un certain nombre de critères qui vont nous faire passer de ce système dit automatique à un système plus lent et délibéré, qui lui va nécessiter une certaine excitation, hein, je n'ai pas trouvé de meilleur terme, mais un peu d'adrénaline dans le sang, hein, un certain un certain niveau d'activité, voilà c'est ça, un niveau d'activité cérébrale et une certaine focalisation. Voilà. Donc, si vous êtes concentré et un peu énervé sur quelque chose, vous allez évidemment consommer plus d'énergie mentale, mais vous allez être capable de faire des travaux moins instinctifs, plus mentaux, hein, et notamment réfléchir à des stratégies, des tactiques, faire des calculs, voire mémoriser de nouvelles données intéressantes, etc., etc. Et ce qui vous fait passer d'un système dit rapide à un système dit lent, c'est une sorte de bullshitomètre, hein, d'attentiomètre. J'aurais mieux fait de dire attentiomètre. J'ai chippé le terme bullshitomètre. Mais attentiomètre serait voilà un bon don sur ça. Et mais cet attentiomètre, euh, il va être allumé par des choses qui sont inhabituelles. Okay. S'il y a quelque chose d'inhabituel qui arrive, hop, ça va avoir tendance à nous faire passer vers quelque chose, un mode de fonctionnement plus délibéré. S'il y a quelque chose qui apparaît et qui ne fait pas partie du contexte, ça va avoir tendance à allumer cet attentiomètre et à nous faire passer vers le système lent. S'il y a quelque chose qui est pas clair, et si je suis d'humeur mauvaise, hein, et ben tout ça, ça va avoir tendance à plus facilement me faire passer vers un système délibéré. Et donc, cette manière proposée par Daniel Kahneman de modéliser finalement notre manière de fonctionner plus automatique ou délibérée et le passage de l'un à l'autre, je pense que voilà, c'est un bon moyen de modéliser toutes les expériences, hein, de faire une typologie de toutes les expériences dont je vais vous parler par la suite. Donc, retenons bien ces deux systèmes et la façon de faire passer l'un à l'autre. Et évidemment, ce qui va amener entre guillemets, des erreurs, c'est souvent, hein, l'utilisation abusive, hein, de ce système automatique, parfois comme résultat d'une manipulation de quelqu'un qui connaît bien le mode de fonctionnement et la psyché humaine. Voilà. Alors, le premier biais dont je voudrais vous parler, c'est l'effet de halo. Alors, l'effet de halo, c'est une distorsion de la perception qui affecte les informations sur une personne, hein, et ça pourrait même être étendu aux informations sur un objet, hein, de consommation. Mais bon, l'effet de halo typique, voilà, c'est une confusion entre une caractéristique qui saute aux yeux et la complexité d'une personne. Donc ça veut dire que c'est bien pour ça qu'on l'appelle effet de halo, hein, il fait référence au halo qu'on mettait autour de la tête des saints, hein, qui dit ben voilà, il a un halo, donc c'est un saint et il a un ensemble de caractéristiques qui font de lui quelqu'un d'exceptionnel et d'une personnalité exceptionnelle, d'un point de vue religieux en tout cas.
Voilà. Alors, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites, hein, et on a pu notamment, de manière assez corrélée, voir qu'il y avait une confusion entre la taille et la compétence. Donc, ça veut dire quand on voit quelqu'un et qu'il est grand, enfin voilà, qu'il est grand exactement, hein, eh ben on a l'impression que il est plus compétent certainement pour des jobs de leader. Hein, on voit ça avec la taille, par exemple, des présidents des États-Unis. Hein, ils font quasiment tous plus d'1,80 m. Ben, ici, il y a une expérience qui a montré que les grands étaient en moyenne mieux payés que les petits. Hein, et on peut même voilà, chiffrer ce mieux payé, c'est 300 $ par centimètre et par an, en moyenne. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose de voilà, qui montre que ça n'a aucune logique. C'est pas parce qu'on est grand qu'on est plus compétent. Mais voilà, le fait d'être grand, ben ça nous pousse vers un certain biais qui va nous dire que ben, cette personne va mieux correspondre au job en question. Voilà. Euh, Autre expérience intéressante, confusion entre attractivité et culpabilité. Hein, donc ça c'est une expérience qui a été faite avec des juges, hein, et on leur donnait finalement un cas à juger, et avec une photo où d'une personne, enfin de la personne accusée, hein, et soit cette personne était attractive, soit pas, hein, et on voit que eh ben, le taux de culpabilité, hein, et la dureté des peines était plus grande pour les personnes laides que pour les personnes qui étaient plutôt attractives. Hein. Donc ça, c'est des choses vraiment inquiétantes, évidemment. Hein. Je ne doute pas qu'un juge professionnel essaye évidemment de prendre en compte ces choses-là, mais on voit que c'est vraiment important. Et si ça ne suffisait pas pour vous convaincre, hein, on voit aussi finalement une grosse corrélation entre attractivité et personnalité positive. Hein. Si une personne est attractive, on aura tendance à se dire qu'elle a une chouette personnalité. Or, ça n'a rien à voir, on le comprend bien. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que, enfin, évidemment, cet effet de halo, il va avoir plein d'implications en économie. J'en ai chopé une comme ça qui m'a interpellé. Hein. Euh, alors, le principe, j'ai essayé de cartographier ça en fonction du bullshitomètre, du raisonnement rapide qu'on a fait, et donc de la simplification que ça entraînait. Et ce que je vous ai choisi, c'est la propension des publicitaires à utiliser des mannequins qui portent une blouse blanche, voire un stéthoscope. Et ce qu'on essaye de nous faire passer là, c'est un contexte du conseil santé habituellement donné par un médecin. Et donc, ça nous paraît naturel, hein, que quelqu'un en blouse blanche nous conseille un dentifrice ou quelque chose comme ça. Et donc ça endort un petit peu notre réflexion. Hein. Et vu que les médecins sont associés à la blouse blanche, hein, ben on se dit que ça correspond tout à fait bien à un bon conseil. Et donc la simplification qu'on a fait, c'est que qu'on risque de faire, hein, c'est pas tout le monde évidemment qui l'a fait. J'espère bien que quand vous voyez une publicité avec quelqu'un en blouse blanche avec un stéthoscope qui vous conseille quelque chose, vous dites bien que ben, celui qui porte la blouse blanche, c'est un médecin. C'est pas un médecin, c'est un. Le lapsus est révélateur. C'est pas un médecin, c'est un mannequin, et que ce mannequin, ben, il reçoit ses instructions d'un publicitaire. Hein. Mais on a tendance à se dire ben puisque inconsciemment, hein, puisque c'est un quelqu'un avec une blouse blanche, bah ça équivaut à un conseil de médecin. Voilà, donc danger évidemment de cet effet de halo, hein, outre les confusions dont je vous ai déjà parlé, qui sont proprement scandaleuses en fait. Hein. Enfin, en tout cas, c'est préoccupant. Voilà. Euh, Deuxième effet dont j'aimerais vous parler, l'effet d'ancrage, qui est stricto sensu une difficulté à se départir d'une première impression. Voilà. Et évidemment, je vais vous parler de première impression sur le prix, hein, en économie. Ça, c'est voilà, quelque chose qui est très très souvent utilisé en marketing aussi d'ailleurs. L'effet d'ancrage vient d'une confusion entre ce qui est
dans mon esprit, hein, dans mon voilà, hein, ce qui est ancré, donc ce qui vient d'être amené à mon esprit, et les données d'un problème. Et oui, je vous ai mis Covera. Hein. Covera, ça veut dire ce qu'on voit et rien d'autre. Ça veut dire que, ben voilà, on a tendance à prendre ce qui est directement devant nous ou directement à l'esprit comme données de réflexion à ce qui nous vient en tête. Voilà, c'est un principe d'association basique. Hein. Donc voilà, plein d'expériences ont été faites. J'en ai pris une ici par rapport à un rapport entre une question fermée et une question ouverte. Donc on pose une première question fermée. Hein. Par exemple ici, y a-t-il plus de 10% de pays africains dans le monde? Et puis, juste derrière ça, alors vous dites plus ou moins ce que vous pensez, et puis juste derrière ça, on vous demande combien y a-t-il de pays africains dans le monde? Et on voit que en fonction de la question fermée, donc l'expérience là, elle a été faite en faisant varier le nombre de cette question fermée, et même parce que parfois on pourrait se dire, ben voilà, celui qui nous pose la question fermée avant la question ouverte, il doit probablement savoir combien de pourcents il y a. Combien de pourcents de pays africains il y a dans le monde, et donc ça c'est une bonne information pour répondre à la question suivante. Mais ici, on a clairement mis ces pourcentages sur une roue qu'on fait tourner devant l'expérimentateur fait tourner devant la personne à qui on pose les questions. Donc il sait que c'est un chiffre qui vient au hasard. Et pourtant, ça influence quand même grandement la réponse à la question ouverte qui suit. On voit que si on pose la question avec 10% dans la première question, eh ben, on aura tendance à dire 25% des pays du monde dans la deuxième, tandis que si c'est 65% des pays qui vient dans la question fermée au hasard, eh ben, on aura tendance à avoir une moyenne autour des 45%. Donc, grosse différence sur la réponse à la question 2, tout ça ancré par la question. Alors ça, c'est une technique qui est largement connue, notamment de ce qu'on quote unquote des vendeurs de tapis, des vendeurs qui vont mettre en place finalement un contexte sur le prix. Ça veut dire que le premier prix qui vous est proposé, va servir d'encre pour ce que vous, dans une négociation, sur ce que vous pensez être le prix acceptable pour la transaction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir. Et donc, le raisonnement rapide, c'est que ce prix a une influence, même si vous dites qu'il est vachement trop élevé. Donc même si on va donner quelque chose, dire 65% d'ailleurs, c'est un chiffre qui semble abusif, évidemment, pour le pourcentage de pays africains dans le monde. Mais même si vous allez dire 80%, ça va être encore ancré plus fort. Et donc on fait une sorte de simplification. Qui dit que bien estimer quelque chose, c'est estimer à partir des éléments à l'esprit. Or c'est pas le cas. Et il y a une chouette petit exemple que j'ai mis ici dans le coin en bas à droite, qui montre que au plus on utilise un prix précis, au plus ça nous force à réfléchir proche de ce prix. Donc vous voyez ici deux prix qui ont été donnés pour cette maison, et un 800 000 qui est un prix rond. Et celui-là nous permet de réfléchir plus loin de ce prix-là, et quand on va donner un prix plus précis, ça va nous forcer à réfléchir plus près. Très très bien, effet d'ancrage, donc un beau biais rationnel. Troisième effet d'engagement. Alors, l'effet d'engagement, il consiste à continuer à prendre des décisions, en allant dans un sens d'une décision qu'on a déjà prise dans le passé, ou qui a déjà été prise dans le passé. L'effet étant plus fort si c'est moi qui ai pris ces décisions. Le principe est, tant qu'on y est, restons cohérents avec ce qu'on a fait dans le passé, dans le présent, de manière présente et future.
Ici, on a une chouette expérience qui est directement liée à des concepts économiques et qui sont vraiment très importants en gestion, hein. C'est le biais dit des coûts irrécupérables. Alors, l'expérience consiste à dire souvent à des étudiants en gestion, voilà, vous avez dépensé 9 milliards pour un projet ici d'un avion furtif, et il vous reste 1 milliard à dépenser pour finir ce projet. Vous vous rendez compte qu'un concurrent sort un avion furtif qui est meilleur que le vôtre, meilleur et moins cher, hein. Donc vous allez avoir des complications pour vendre votre projet. Est-ce que vous dépensez le dernier milliard ou non? Et ici, les réponses sont en général oui, hein, à plus ou moins 85%. Et avec un autre groupe, on leur pose une question qui semble différente. Vous devez investir 1 milliard dans un avion furtif. Vous vous rendez compte qu'un concurrent sort un avion furtif qui est plus performant que le vôtre. Est-ce que vous investissez dans le projet, oui ou non? Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que dans ce cas-là, c'est non à 83%. Okay, donc il y a une très grande différence entre les personnes qui vont aller pour le projet dans le cas de il reste 10% à prépayer, que dans le cas où tout est à payer. Mais le montant qui est à payer, c'est toujours 1 million de dollars. Et donc, finalement, quand on y pense, les 9 milliards qui ont déjà été dépensés, ils ont de toute façon déjà été dépensés. Donc, le problème de gauche est le même que le problème de droite. C'est pas un problème différent. C'est juste notre perception qui va être influencée par le fait qu'on ait déjà dépensé 9 milliards. Très bien, hein. Donc ça, c'est un effet d'engagement. Hein. Ici, un effet de coût irrécupérable qui va modifier notre décision alors qu'elle devrait être la même. Hein. Et il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises raisons de faire ou de pas faire le projet, mais elles devraient être les mêmes dans les deux cas. Voilà. Hein. Et ici, notre bullshitomètre, notre attentiomètre, il est finalement calmé par la clarté apparente d'un certain concept qui est que si j'ai que des coûts dans un projet, eh ben j'ai forcément des pertes. Hein. Et donc c'est forcément une perte, c'est forcément un échec. Hein. Et donc cette peur instinctive de la perte inutile, de l'échec, eh ben elle va nous pousser à continuer dans un sens. Et on va avoir une confusion entre coûts totaux. Hein, donc finalement, si je vais réfléchir en termes de coûts totaux, alors que ces coûts totaux comprennent un certain nombre de coûts qui ont déjà été dépensés et que je pourrais de toute façon pas récupérer, et de coûts variables, c'est-à-dire le rapport entre les coûts que j'ai à faire dans le futur et mon bénéfice. Donc c'est ça que je dois regarder. Je dois pas regarder qu'est-ce que j'ai déjà dépensé par rapport à ce que je vais gagner. Je dois regarder qu'est-ce que je dois encore dépenser par rapport à ce que je vais gagner. Hein. Et si ma décision est mauvaise par rapport à ce que je dois encore dépenser et par rapport en regard de ce que je vais gagner, eh ben, je dois m'arrêter là. Et si elle est bonne, en fonction de ce que je dois encore dépenser, évidemment, je dois y aller. Très bien. Hein, donc ce biais des coûts irrécupérables ou des sunk costs, eh ben, il est très puissant, hein, et on montre que même des étudiants à qui on a expliqué ce biais des coûts irrécupérables, ils sont encore influencés par ce biais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention, hein, de prendre ça en compte dans vos décisions. Bien. Autre effet dit de dotation. Alors l'effet de dotation, il est, voilà, moi je le trouve
séduisant, hein, il explique pas mal d'effets de collectionneur. Hein, on attribue plus de valeur à un bien lorsqu'il nous appartient que s'il nous appartient pas. Alors ça vous paraît peut-être bizarre, hein, mais en fait, c'est dû à l'insatisfaction immédiate de la perte qui est plus grande que la satisfaction immédiate du gain. Hein, et il y a de belles expériences qui ont été faites, pas autour d'un truc auquel on peut s'attacher, hein, autour d'une tasse, hein, et ben on donne une tasse, hein, souvent avec le logo de l'université, à des étudiants, hein, et on leur demande à combien est-ce que vous êtes prêts à revendre cette tasse, hein, et bon, dans l'expérience auquel je me réfère ici, hein, c'était plus ou moins 7 $. Hein, tandis que quand un autre groupe d'étudiants, on leur demande, alors on va vous donner une tasse ou de l'argent, à partir de quel prix est-ce que vous préférez l'argent que la tasse? Eh ben là, à partir de plus ou moins 3 $, ils préfèrent l'argent. Donc on voit que la valeur de quelque chose a tendance à doubler si il nous appartient. Alors ça c'est intéressant et c'est probablement lié à notre habitude de décider par rapport à cette référence, hein, par rapport au fait que est-ce que ça nous appartient ou est-ce que ça nous appartient pas. Hein. Et si je réfléchis à partir de cette référence, il est clair que me séparer de quelque chose, c'est pas la même chose. Hein, que en termes émotionnels, ça n'est pas la même chose que d'avoir quelque chose en plus. Donc il y a une espèce de rapidité de choix facile à faire entre un sentiment de gain et un sentiment de perte qui va me pousser à simplifier une notion de valeur de quelque chose avec ce sentiment de satisfaction et d'insatisfaction immédiate. Hein. C'est une bonne raison, hein, par exemple de proposer un principe, hein, de retour sans frais, hein, voilà, si ça vous convient pas, vous pouvez toujours nous le rendre, hein, il n'y a pas de problème. Et ça c'est quelque chose qui marche assez bien parce que probablement qu'elle va euh, abaisser toute une série de barrières à l'achat, hein, et on se rend compte que une fois qu'on l'a, la valeur des choses, elle a tendance à augmenter, et donc ce retour finalement, euh, il est marginal. Ok, il y a peu de gens qui ramènent la chose. Très très bien. Et bon, évidemment, ça va favoriser un des mécanismes de statu quo, hein, et de choix par défaut. Hein. Voilà. Je voulais quand même encore un peu parler, parce qu'on va encore en parler pas mal, hein, de cette distinction entre gain et perte par rapport à un point de référence. Hein, et on remarque, et c'est quelque chose qui me fait rappeler ça de manière récurrente, hein, on remarque que il y a souvent une différence de perception entre le deuxième et le troisième, hein, où de manière relativement incohérente, le deuxième dans une compétition a tendance à être moins heureux que le troisième. Et c'est vraiment cette tentation de réfléchir par rapport à un point de référence qui va amener cette différence de perception. Le troisième ayant tendance à se comparer, à se dire « Waouh, je suis juste sur le podium alors que j'aurais pu être à côté du podium ». Ok, et donc il a tendance à vivre sa troisième place comme quelque chose de super chouette, tandis que le deuxième a tendance à se dire j'aurais pu être premier. Hein, et donc j'aurais pu être champion olympique et je suis deuxième, et donc avoir ça un petit peu comme une perte. Hein, c'est quelque chose, voilà, qu'on peut observer sur pas mal de photos de podium olympique. Donc ça c'était voilà une petite anecdote sympa qui nous permet de retenir ce fonctionnement grâce à la référence et cette perception d'avoir gagné quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose. Bien. Alors, la cerise sur le gâteau de cette économie comportementale et expérimentale, c'est la théorie des perspectives, hein, que je vais vous expliquer ici en deux parties. Hein, la première, c'est notre aversion et notre appétence au risque en fonction que ce soit un gain ou une perte.
Alors, cette aversion et cette impétence, elle est démontrée par une expérience où ben, on nous donne le choix, on dit, ben voilà, on vous donne 3 000 € ou on vous donne 4 000 € à 80% de probabilité. Alors, si vous savez bien calculer votre espérance, ben vous savez que 4 000 € à 80% de possibilité, vous avez une espérance de gain de 3 200, donc qui est supérieur à 3 000 €. Et pourtant, quand on donne le choix, ce choix-là, 3 000 ou 4 000 à 80%, les gens ont tendance à choisir la certitude du gain, 3 000. Tandis que si on vous propose de payer 3 000 $ ou de payer 4 000 $ à 80%, et là on voit que payer 4 000 $ à 80%, c'est de nouveau, vous avez une espérance de payer 3 200, et ben la plupart des gens choisissent de payer 4 000 € à 80% en ayant en tête finalement leur chance de ne devoir rien payer du tout. Et donc cette diminution de sensibilité aux gains ou aux pertes, elle va pouvoir expliquer le fait que on ait une aversion au risque de gain. On a tendance à choisir la certitude dans le cadre des gains, mais on a une appétence au risque de perte. On a tendance à choisir la solution risquée si on parle de perte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ça? Eh ben, c'est dû à la concavité de notre satisfaction et à la convexité de notre insatisfaction. Je m'explique. Si vous avez le, si vous essayez de faire une cartographie de votre satisfaction ou de votre plaisir en fonction d'une certaine somme qu'on va vous donner, hein, eh ben on peut montrer que cette satisfaction va proportionnellement diminuer avec la grandeur du gain, donc de la somme qu'on va vous donner. Donc si on vous donne par exemple 500 €, ben, ça va vous donner une certaine satisfaction. Si on double cette somme, eh ben ça va pas doubler la satisfaction, ça va bien sûr l'augmenter. Vous êtes plus content qu'on vous donne 1 000 € plutôt que 500 €, mais ça va l'augmenter moins que proportionnellement. Ok. Donc là, on va passer de 12 à 18. Et si on va encore doubler cette somme, eh ben vous n'allez pas doubler la satisfaction, vous n'allez pas passer de 18 à 32. Vous allez l'augmenter bien sûr, mais un petit peu moins proportionnellement. Vous allez passer par exemple de 18 à 24. Très bien. Alors maintenant qu'on a compris ce système de convexité, on voit que entre la certitude, c'est-à-dire 18, et l'incertitude, c'est-à-dire 50% de chance d'avoir une satisfaction de 24 et 50% d'avoir une satisfaction de 0, même si la décision en termes de gain est identique, notre gain incertain, sa moyenne entre 24 et 0, ce sera 12. Donc l'incertitude a une utilité moyenne inférieure. Donc c'est une manière de représenter finalement qu'on aura tendance à choisir la certitude en certains de gains, et au niveau des pertes, ça va être l'inverse. Il y a une perte de sensibilité, donc au plus la perte est grande, au plus l'insatisfaction est plus grande, mais elle est moins que proportionnelle, et donc on va avoir tendance à choisir l'incertitude. Bien, donc ici aussi on réfléchit en termes de référence par rapport à un gain ou une perte, et ça va nous amener à une simplification entre valeur réelle du gain ou de la perte et moyenne de la satisfaction perdue. Bien. Cette théorie des perspectives, elle va être améliorée par ce qu'on appelle le paradoxe d'Halley. Alors, le paradoxe d'Halley, il montre que il y a certains cas où
cette vérité qu'on a dit tout à l'heure, hein, elle va être compensée par une autre chose. Hein, et cette autre chose, c'est une surestimation des faibles probabilités et aussi une sous-estimation des fortes probabilités. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut montrer ça? Eh ben, si on vous propose un choix entre gagner 6 000 € à 45% ou gagner 3 000 € à 90%, eh ben, on va avoir tendance à aller vers la certitude, hein, comme tout à l'heure. En termes de gains, on va vers les choses plus certaines. Donc, on va avoir ici 86% des gens qui vont plutôt aller chercher le montant plus faible, mais plus certain, hein, même si l'espérance est la même ici, hein, exactement. Par contre, si on fait ça avec des probabilités très faibles, hein, 6 000 € à 0,1% ou 3 000 € à 0,2%, et ben là, à 73%, on va avoir tendance à prendre le montant le plus élevé avec la probabilité plus faible. Alors, c'est contradictoire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais regardez les probabilités 0,1 et 0,2, et ben, dans notre esprit, 0,1% et 0,2%, ça, voilà, il n'y a pas de grosse différence. C'est deux probabilités très faibles. J'ai peu de chances que ça arrive, 0,1%. Et 0,2%, j'ai aussi peu de chances que ça arrive. Donc c'est dans mon esprit, hein, enfin dans notre esprit, ça veut dire que cette différence, hein, elle sera pas énorme, alors que entre 0,1 et 0,2, on a bien compris que la probabilité doublait, hein. Voilà, comme la probabilité entre 45 et 90%. Donc, on peut représenter ça graphiquement en montrant que ces probabilités très faibles, elles vont être surestimées, et ces probabilités très fortes, elles vont être sous-estimées. Hein. Et ici aussi, hein, on est dans une espèce de clarté de l'association entre, ben voilà, ça fait une différence ou ça fait pas de différence. Hein, et on a une espèce d'interprétation généralisatrice, hein, des petits et des choses qui sont très petites et des choses qui sont très grandes. Voilà, on n'est pas très bon pour estimer. Hein, on met tout ça dans le même sac. Et donc on va faire une simplification entre probabilité réelle et probabilité perçue à voilà, granularité grossière. Et c'est ce biais qui fait le succès du loto ou des assurances. Hein, le loto, ben on va finalement choisir d'éprouver une perte certaine, ok, d'acheter notre billet de loto, hein, pour un gain très élevé, mais avec une probabilité minuscule, ok, voilà. Hein. Et bon, évidemment, si vous faites votre calcul, vous voyez bien que l'espérance du gain elle est négative, hein, en cas de loto. Hein. Et les assurances, c'est la même chose, hein, dans un autre contexte. Mais vous payerez, enfin, vous aurez une espérance de payer qui sera toujours supérieure à ce que l'assurance va vous rembourser aussi, à l'espérance de remboursement. Très très bien. Hein. Alors, on peut conclure ça sous forme mathématique. Donc, on a bien compris que pour calculer l'espérance de gain, ben, on allait toujours faire la probabilité du gain ou de la perte, hein, fois le gain. Hein, okay, la probabilité P fois le gain X, et que ben, ça, notre cerveau, il va pas bien faire. Déjà, au niveau du gain, eh ben, finalement, on va modifier ça par notre satisfaction perçue de ce gain ou de cette perte. Hein, et donc, on va avoir cette U, c'est pour utilité, hein, utilité ou satisfaction. Hein, on va avoir cette utilité qui va modifier finalement notre gain monétaire en termes de satisfaction. Et puis, les probabilités hein, de ces gains vont aussi être modifiés dans notre perception parce que on n'estime pas bien les grandes probabilités et les petites probabilités. Hein, et quand je dis grandes et petites probabilités, à partir de 25%, on commence déjà à avoir un biais de perception. Hein, donc ça vient assez tôt. 25% ou 75%, donc au-delà de ces valeurs, on commence déjà à être un peu biaisé. Très très bien, théorie des perspectives, donc très belle manière hein, finalement de modéliser cette satisfaction en environnement incertain. Très très bien.
Bon, encore deux effets dont je voudrais vous parler, deux très connus. Le premier étant l'effet placebo, qu'on peut généraliser ici. Le placebo étant stricto sensu un processus psychophysiologique, un gros mot pour dire, ben voilà, un biais cognitif d'auto-guérison. Donc, le placebo étant, par analogie, finalement considéré comme un médicament qui contient rien ou pas grand-chose, et qui, en le prenant, vous aurez tendance à augmenter votre taux de guérison par un effet subjectif. Voilà, par un effet subjectif d'auto-persuasion. Et donc cet effet d'auto-persuasion, il est réel, cet effet d'auto-persuasion. Et donc il pousse, c'est important pour deux choses. D'abord pour comprendre que cet effet d'auto-persuasion qui mène à toute une série de réalité auto-réalisatrice est un paramètre à prendre en compte, que ce soit en médecine ou en économie d'ailleurs. Et mais l'autre chose, c'est que quand vous faites une expérience, vous devez forcément le contrôler contre le placebo. J'ai pris ici un magnifique exemple qui visait à tester l'effet d'alcool. Et donc, mais si on veut tester l'effet de l'alcool, il faut faire typiquement 4 groupes, pour tester finalement l'effet placebo de l'alcool, qui est réel, notamment, attendez, je vous explique l'expérience et puis je vous en donnerai les conclusions. Donc, le procédé des groupes de contrôle placebo pour l'expérience, c'est de non seulement donner à certaines personnes de l'alcool et leur dire qu'on leur donne de l'alcool, de ne pas donner dans le groupe 3 de l'alcool à certaines personnes et leur dire qu'on leur donne pas de l'alcool, mais aussi de donner de l'alcool à certaines personnes, ça c'est le groupe 4, alors qu'on leur dit qu'on leur donne pas d'alcool, ou de ne pas donner d'alcool à certaines personnes en leur disant qu'on leur donne de l'alcool. Voilà. Alors évidemment, on fait appel à toute une série de subterfuges pour que les personnes à qui on ment entre guillemets ne se rendent pas compte, ne fût-ce que par l'odeur de l'alcool qu'on leur a menti. Voilà. Et on va tester ces 4 groupes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir faire la différence entre le réel effet de l'alcool et l'effet placebo, l'effet d'auto-persuasion d'avoir pris de l'alcool. Et qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? D'abord, on va se rendre compte que toute une série de l'alcool sont réels, ils sont liés, notamment tous les effets physiques de désorientation, vont être ou de perte d'équilibre ou ce genre d'autres choses-là, vont être strictement liés au fait d'avoir pris de l'alcool. Mais tous les comportements, et notamment les comportements sociaux ou prosociaux, ici on a testé l'appétence pour la violence et le sexe. Ceux-là sont clairement subjectifs. Donc ça veut dire que l'expérience ici, c'est de montrer des photos classiques, une voiture, des photos violentes, des photos érotiques ou des photos et violentes et érotiques, et de regarder finalement, en laissant le temps libre aux personnes, combien de temps est-ce que on reste sur chacune des photos. Et on voit que le fait de rester plus longtemps sur les photos violentes, érotiques ou violentes et érotiques est non pas lié au fait d'avoir pris de l'alcool, mais est lié au fait qu'on vous ait dit que vous aviez pris de l'alcool. Voilà. Et donc, voilà, ça prouve que c'est l'effet placebo qui amène finalement tous ces effets prosociaux. Donc, voilà, si vous buvez de l'alcool pour voilà vous comporter de manière plus sociale en société, sachez que ces comportements sont complètement subjectifs et autopersuasifs. Très très bien. Voilà.
par contre, pas ceux de tomber dans le coma éthylique et voilà tous les effets des désorientations et donc prendre le volant, ça c'est clairement lié au fait d'avoir pris de l'alcool, hein, le fait que ce soit dangereux de prendre le volant. Bien. Euh, Bon, le bullshitomètre de cet effet placebo, évidemment, c'est le lien très clair. Hein, ben voilà, on a une association, hein, notamment véhiculée culturellement, hein, de clarté de l'association entre le fait de prendre un médicament et le fait de guérir, mais aussi le fait de prendre de l'alcool et d'avoir des comportements prosociaux. Hein. On a une espèce d'interprétation causale entre voilà, je me sens bien et j'ai envie d'aller vers les autres et je suis autorisé à voilà à aller vers les autres ou à avoir certains types de comportements et le fait d'avoir pris de l'alcool ici où hein, voilà je m'autorise à guérir si j'ai pris un médicament et voilà je sens qu'on s'occupe de moi, etc. Hein. Et donc la simplification, c'est que je vais confondre une vérité, hein, une vérité observée avec une vérité observée aussi, mais qui est auto-réalisatrice. Hein. Donc ça va nous intéresser pas mal en économie. En termes de marketing, parce qu'il y a toute une série de certainement en médecine, hein, l'homéopathie par exemple, hein, son objectif est de capitaliser sur l'effet placebo, hein, donc c'est voilà de jouer sur cette auto-persuasion pour amener une guérison plus rapide. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, c'est efficace, mais ça se base sur l'effet placebo pour être efficace. Voilà, et j'aime bien faire le parallèle avec le fait de crise économique, hein, où finalement, c'est intéressant de comprendre que le fait de penser être dans une crise économique, hein, en termes de croissance économique, hein, si j'estime que une économie florissante est une économie croissante, hein, et que on me dit voilà c'est la crise, si on me dit c'est la crise, je vais faire attention à ce que je dépense. Et en faisant attention à ce que je dépense, on a vu hein, en microéconomie que je vais diminuer la demande, hein, et si je diminue la demande, je vais finalement générer cette crise hein, en diminuant les quantités échangées. Voilà, hein, et les prix aussi d'ailleurs. Mais bon, bien. Dernier billet dit de la loi Apogée-Fin. Ok, la loi Apogée-Fin, elle essaye de décrire la différence qu'il y a entre ce qu'on a réellement vécu et la manière de s'en souvenir. Et ça marche pour les expériences désagréables comme pour les expériences agréables. Alors, l'expérience, l'expérience de laboratoire initial a été fait par Kahneman hein, et visait des patients à qui on devait faire une colonoscopie. Hein, je vous épargne les détails un peu scabreux, mais en gros on vous enfonce quelque chose dans le côlon pour aller voir si tout va bien hein, et c'est particulièrement douloureux. Et donc à ces patients, on a demandé pendant la colonoscopie avec une petite roulette, exprimer leur niveau de pénibilité sur une échelle de 1 à 10. Et on a essayé de mettre ça sur un graphe au fur et à mesure que ça arrivait. Et un certain temps après, on leur a demandé finalement quelle était leur expérience subjective leur souvenir subjectif, quelle était la pénibilité hein, de cette expérience, et ça aussi on l'a mesuré. Et qu'est-ce que Kahneman a vu? Il a vu que certains patients qui, hein, ici par exemple le patient A, avaient eu un moins bon souvenir de son expérience que le patient B, alors que si on regarde la surface sous la courbe, qui est finalement l'expérience réellement vécue au moment de ce qui s'est passé, on peut remarquer que le patient B a une expérience qui est vachement plus
longue en termes de désagréments que le patient A. Et pourtant, quand on leur demande après, le patient A estime avoir eu une moins bonne expérience que le patient B. Et donc, ça a amené Kahneman à cette loi de l'apogée fin, où on voit que finalement, notre souvenir est lié à la moyenne entre le maximum de pénibilité et la manière dont c'est terminé. Et donc on voit que finalement la moyenne pour le patient B, vu que ça s'est terminé en étant un peu moins pénible, il en a un meilleur souvenir. Et d'ailleurs, ça va être une forte corrélation de notre propension à réitérer l'expérience, évidemment, le fait que ce soit une faible pénibilité, ou dans le sens des gains, le fait que ce soit une chouette expérience. Donc, ici, le biais, c'est qu'on a tendance à finalement trouver que l'association entre pénibilité ou plaisir de l'expérience et notre souvenir de l'expérience est quelque chose de totalement clair. On se souvient quelque chose et que la corrélation doit être impeccable entre ça. Ce qui, on voit, n'est pas vraiment vrai puisque notre souvenir est fonction de la moyenne entre l'apogée et la fin. Et donc on fait une sorte d'interprétation généralisatrice qui nous pousse à penser que la somme du plaisir ou du déplaisir expérimenté est égale à la moyenne entre l'apogée et la fin. Et ça, c'est utilisé à plein de choses, notamment dans le design des fils. On aura tendance, une file qui s'accélère vers la fin aura tendance à être moins pénible, vécu comme moins pénible que une file qui ralentit vers la fin. Et d'ailleurs, on peut se poser comme question, quel plaisir est-ce qu'on a à aller dans un parc d'attractions où on fait la file globalement entre une demi-heure et 1 heure pour, grosso modo, 5 minutes de plaisir. Et pourtant, on en garde souvent un bon souvenir. Pourquoi ? Parce que le pic de fin, c'est l'expérience, va être finalement quelque chose, un assez grand plaisir, et donc va compenser finalement la journée qu'on aura passée à faire la file, ou l'heure qu'on aura passée à faire la file. Donc cette loi d'apogée fin, elle nous sert pas mal à designer des choses importantes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.